ない生き方なんぞ俺は認めない。 Qu'est-ce qui fait une bonne œuvre? C'est une question qui peut paraître faussement subversive et assez pompeuse, mais qu'il est à mon sens plutôt intéressante de se poser, surtout quand la consommation de fiction finit par occuper une partie importante de notre vie, ce qui est le cas de la majorité des personnes ici, je pense. C'est intéressant de se la poser parce que, personnellement, plus ma réflexion avance sur la question, et plus je me rends compte d'à quel point la réponse est dure à trouver. Dans un premier temps, on pourrait se dire que les goûts et les couleurs ne se discutent pas et se valent, ce qui est vrai dans un sens. Mais est-ce qu'on peut vraiment dire la même chose des avis que chacun émet? Surtout que les deux ne vont pas forcément de pair. Je veux dire, prenez mon cas par exemple. Personnellement, j'ai une préférence pour des histoires qui parlent du fait de grandir, de passage à l'âge adulte, ce genre de trucs. Parce que ce sont tout simplement des sujets qui me touchent. Mais c'est pas pour autant que je place systématiquement ce genre d'histoire au panthéon. Par exemple, dans le cas des animés, honnêtement, le plus souvent, je suis tombé sur des trucs sympas sans plus. Même si, évidemment, il y en a plein de génial. Du coup, par la suite, on peut commencer à réaliser qu'il y a des espèces de patterns de qualité qui se répètent dans beaucoup de fictions. Certains éléments récurrents qui déclenchent une forme de satisfaction. Bien développer son background et ses personnages, avoir un certain niveau de profondeur thématique, un visuel et une mise en scène directement agréable à l'œil. Et pour le coup, c'est vrai que ça marche dans pas mal de cas. Mais le souci avec ce genre de grille de lecture toute faite, c'est que ça limite très rapidement nos horizons et nous bloque dès qu'on tombe sur quelque chose sortant des sentiers battus. Le meilleur exemple que je peux donner, c'est Devilman Crybaby. C'était sûrement la première fois qu'un truc aussi radicalement unique visuellement touchait un aussi large public, et on le voyait bien au vu des réactions. Donc si on approfondit encore la réflexion, on peut finir par se dire que chaque œuvre tente quelque chose de différent, et qu'on doit essayer de comprendre ce que chacune a à nous offrir. Et là, je pense qu'on se rapproche de la vérité. Mais le problème, c'est qu'en se disant ça, on peut plus ou moins vite revenir à cette logique un peu de démago de tous les avis se valent. S'il n'y a que des propositions différentes, alors tout dépendrait de notre sensibilité. La qualité n'existerait donc pas, et on pourrait placer Léa Passion Coiffure, Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu et Akashic Record au même niveau que Metal Gear Solid 2, Blade Runner et Ghost in the Shell. Et je pense pas qu'on ait beaucoup à vouloir vivre dans un monde aussi merdique. La réponse doit donc sûrement se trouver entre la deuxième et la troisième phase entre guillemets. Mais bon, je suis pas ici pour y répondre. Et j'en serais d'ailleurs incapable. Non, cette intro c'était juste pour vous dire que si comme moi vous vous posez ce genre de questions, alors s'il vous plaît ne vous limitez pas à ce qui vous paraît directement agréable et accessible. Nos expériences les plus enrichissantes se trouvent souvent en dehors de nos zones de confort. Et justement, en parlant de surprises exceptionnelles, Space Runaway Ideon, ou Densetsu Kyojin Ideon, est une série d'animation japonaise réalisée par Yoshiyuki Tomino et composée de 39 épisodes diffusés du 8 mai 1980 au 30 juin 1981. S'en suivront deux films d'animation, le premier, The Ideon A Contact, ou Ideon Seisokuhen en japonais, qui sortira le 10 juillet 1982 et dont on parlera pas vu que c'est juste un récap de la série et que je pense que j'ai pas besoin de vous expliquer pourquoi est-ce que résumer une quarantaine d'épisodes en 1h30 c'est une bonne grossité de merde, et le deuxième, The Ideon Be Invoked, ou Ideon Hatsuduhen en japonais, qui est lui presque totalement inédit. En fait, c'est une refonte de la conclusion de la série, qui avait été bâclée à l'époque à cause de soucis de production, à la manière dans The End of Evangelion. D'ailleurs, le lien entre les deux séries ne s'arrête pas là, mais on en reparlera après. On notera aussi que c'est le seul et unique animé dont la bande-son est composée par Koichi Sugiyama, qui est tout simplement l'un des compositeurs les plus importants de toute l'histoire du jeu vidéo, vu qu'il est derrière la bande-son des jeux Dragon Quest. L'humain, obsédé par la découverte de nouvelles terres, a fatalement fini par tourner ses yeux vers les étoiles. Durant cette chasse vers l'inconnu, un groupe finit par croiser la route de la planète Solo, où ils y découvrent les restes d'une civilisation alien éteinte, dont les trois composants d'un robot géant nommé Ideon, lui-même connecté à un navire de guerre. Peu après cette découverte, et via un concours de circonstances, le groupe présent sur la planète se fera attaquer par une race extraterrestre appelée Buff Clan. Ils réussiront malgré tout à se défendre en usant de leur relique nouvellement trouvée, qui semble d'ailleurs traversée par une énergie mystérieuse. Les survivants parviendront par la suite à s'enfuir dans l'espace. Ce groupe, composé de Cosmo, Kasha, Jordan Bess, Cheryl, la mystérieuse Karala et d'autres rescapés, enfants ou adultes, débuteront alors une bataille contre le Buff Clan à travers l'espace et découvriront dans le même temps les mystères entourant l'Ideon. Space Runaway Ideon est un chef-d'œuvre sous-coté. Mais genre vraiment sous-coté. Même chez des mecs avec bien plus de culture que moi, le nombre de personnes n'ayant vu ne serait-ce que les deux films se compte sur les doigts de la main, alors je vous parle même pas de la série. Et ça peut s'expliquer par plusieurs raisons. Le premier et le plus évident est que le réalisateur de la série, Tomino, avait donné naissance une année plus tôt à une petite série du nom de Mobile Suit Gundam, qui va juste bouleverser le monde de l'animation japonaise à jamais. Mais pour ceux qui savent pas, la première diffusion avait fait un bon gros bide, parce que c'était trop sombre et réaliste et donc pas adapté à un public jeune, cible principale des animés de mecha à l'époque. D'ailleurs, la fin avait dû aussi être bâclée. Mais l'animé réussira à attirer l'attention d'un public plus âgé lors de ses rediffusions, ce qui donnera naissance aux 3 très bons films récapitulatifs
de la série, qui en plus de donner une conclusion bien plus propre à la série, marquera le début de l'énorme succès de la franchise Gundam. Et justement, c'est en parallèle d'Ideon qu'est sortie cette trilogie. Arrivé là, c'est facile de comprendre pourquoi est-ce qu'on ne retient que rarement Ideon quand on parle du Tomino de cette époque. Et la deuxième raison est que autant le film conclusif est placé sur un piédestal, autant la série, c'est pas pareil. On l'a dit, assez ennuyeuse et répétitive, ce qui n'est pas entièrement faux, mais comme je l'ai dit, il faut parfois savoir passer outre pour découvrir d'excellentes choses. Et personnellement, ce que j'ai découvert, c'est ce qui deviendra l'un de mes animés préférés. Premièrement, si la série n'est pas sans défaut, c'est vrai que la première moitié est assez répétitive. Même si bon sang le doit plus à son statut d'animé super robot, par essence c'est un genre répétitif. Elle a le mérite, à mon sens, de n'avoir aucun des problèmes habituels du réalisateur, à savoir des personnages souvent bipolaires, aux réactions qui paraissent complètement connes tellement le rythme bâtard les rend peu crédibles, certains dialogues qui donnent l'impression que l'animé doit remplir un quota de développement de personnages et de thèmes avant même de réfléchir à faire une discussion qui a du sens, ou encore les histoires d'amour qui, on va être honnête, puent la merde 90% du temps. Et si des séries comme Zeta Gundam arrivent à contrebalancer tous ces défauts grâce à l'intelligence avec laquelle il amène ses sujets de fond, bah ça a de quoi décourager beaucoup de monde quand même, vu que ça peut bloquer toute implication émotionnelle. Ce n'est pas le cas d'Ideon. Certes, les personnages sont aussi importants, comme avec Zeta, pour ce qu'ils apportent en termes de propos, que je trouve d'ailleurs encore plus fascinant dans Ideon, mais aussi pour ce qu'ils sont en tant que personnages. Et les deux se mêlent en plus de ça. L'un des meilleurs exemples que je peux donner, c'est le personnage principal, Cosmo Yuki. Tout son développement tourne principalement autour de sa relation avec les adultes, et de l'image souvent négative qu'il a d'eux, comme bien d'autres héros de Tomino. C'est donc un sujet à la base pas trop en lien avec une bataille à travers l'espace, mais placé dans le contexte guerrier de l'animé, qui, comme dans toutes les séries du réalisateur, essaye d'être le plus réel et cru possible. Ça permet d'aborder d'autres sujets bien plus communs aux événements de l'animé. Et là je pense à un passage en particulier de l'histoire. C'est un épisode où le personnage va temporairement développer une aversion et une crainte maladive pour le combat. Il retrouvera alors du réconfort chez une dame inconnue, rencontrée sur une planète où notre groupe est allé se cacher. Elle se fera finalement tuer à la fin de l'épisode. Le Buff Clan les ayant retrouvés et déclenché une bataille sur la dite planète. Pour ceux qui ont toujours pas saisi où est-ce que je veux en venir, ce qui est intéressant c'est que l'on peut interpréter cet épisode de deux angles différents. Deux angles qui ne s'annulent pas entre eux. En premier lieu, on peut y voir l'accomplissement d'un nouveau stade de maturation pour Cosmo, qui va retrouver puis perdre une figure maternelle de substitution au moment où il était le plus vulnérable. Mais on peut aussi voir ça à travers l'angle du syndrome post-traumatique, et donc de la guerre. Cosmo est brisé mentalement à cause de toute la violence à laquelle il a été exposé, et c'est en perdant la seule chose qui l'apaisait qu'il reprendra courage, en acceptant définitivement la cruauté du monde. Et l'avantage de tout ça, c'est que ça se fait de manière bien plus naturelle qu'avec Zeta Gundam par exemple. Car le sujet est pertinent à la fois pour le propos global de l'œuvre, mais aussi pour l'évolution du personnage. Et si ça vous a toujours pas convaincu de la justesse d'écriture de la série, laissez-moi vous parler de ce que je considère personnellement comme l'une des plus grosses réussites de l'anime. Guige Zaral. Alors je vais pas vous raconter son histoire, déjà pour pas vous spoiler, mais aussi parce que sur le papier, elle a pas grand chose d'original. Ce qui est fantastique avec lui, c'est vraiment la manière dont nous est racontée son histoire. Pour vous expliquer en quoi, je dois d'abord aborder la question des ellipses temporelles. Pour faire simple, c'est une ficelle narrative consistant à omettre, du moins temporairement et ou partiellement, une période donnée, pour directement reprendre l'histoire après celle-ci. Elle est souvent utilisée pour marquer un nouveau départ dans le récit, et faire évoluer ses personnages de manière drastique sans que cela paraisse incohérent. Dans le cas d'Ideon, il n'y a pas vraiment d'ellipse à proprement parler. C'est surtout que la même logique est appliquée à un certain degré, à savoir le personnage de Guige. Pour quand même vous donner un contexte, en restant le plus flou possible bien sûr, c'est un personnage qui va garder un rôle pendant une bonne partie de l'histoire, mais qui va, vers la fin de la série, très fortement se remettre en question. Et ce qui est génial là-dedans, c'est que tout son développement nous est à peine suggéré. On peut voir de très légères conséquences directes qu'ont les événements de l'anime sur lui, mais c'est avant tout durant la courte période où il n'est pas présent et où on ne sait presque rien de ce qu'il faisait, qu'ils feront réellement effet sur lui. Et à son retour, malgré le manque total d'informations, on saisit immédiatement son instabilité morale, notamment grâce à son nouveau chara-design, alors qu'il continue encore à se donner corps et âme dans son rôle, rendant la conclusion du personnage subtile mais parfaitement logique. J'ai vraiment du mal à expliquer en quoi j'ai trouvé ça ouf, je sais pas si ça se voit. Pour essayer de rendre ça limpide, en gros ce que j'ai trouvé génial là-dedans, c'est d'avoir utilisé ce concept d'ellipse temporelle sur une très courte durée, de manière pertinente mais pas du tout excessive. Son absence n'a duré que quelques mois, et le risque avec ça, c'était soit de trop le faire changer dans un laps de temps trop court, soit de tomber dans cette obsession de préserver la crédibilité du personnage, en ne le faisant que peu changer, ce qui aurait rendu l'utilisation de cette ficelle totalement inutile. L'anime a vraiment réussi à trouver le parfait entre deux, et j'ai personnellement pas le souvenir d'une œuvre ayant capturé un état mental avec autant de précision d'une manière aussi peu explicite. Et je pense que j'utiliserai les mêmes termes en ce qui concerne l'univers. Le peu de choses que l'on apprendra sur le camp des humains et du
Love Clan ne nous seront transmises qu'à travers les dialogues entre les personnages, dans des discussions qui parleront souvent d'autre chose. Et c'est en aucun cas un souci. Déjà parce que premièrement, je pense que vous le savez déjà pour la plupart, mais laisser des zones d'ombre sur certains pans de son univers, c'est un excellent moyen de donner de la richesse à celui-ci. En laissant travailler l'imagination des spectateurs, on peut lui donner une ampleur qui dépasse l'auteur lui-même. Et deuxièmement, parce que la manière dont c'est fait est elle aussi très ingénieuse. Le peu d'informations auxquelles on aura droit, elles nous seront transmises de la manière la plus naturelle possible. Déjà pour ne pas parasiter l'intrigue principale, mais aussi pour garder les interactions les plus vraisemblables possibles. Il n'y a jamais de grandes scènes d'exposition expliquant les nouveaux pans de l'histoire. Les personnages en parlent presque comme si nous les connaissions déjà. Et ça, c'est un autre exercice d'équilibriste assez corsé, parce que ça peut très vite devenir bordélique et incompréhensible. Surtout quand c'est fait par un auteur qui verse autant dans le mélodramatique que Tomino. C'est pour ça que quand il s'agit d'introduire de nouveaux éléments, beaucoup d'œuvres optent pour une narration directe, voire grossière, mais limpide. Et en ce qui concerne Ideon, la série s'en sort brillamment, en nous dévoilant uniquement des informations permettant de nous donner une idée sur le reste de l'histoire, tout en préservant la crédibilité des discussions. Et je viens de me rendre compte que les éléments les plus réussis d'Ideon sont les mêmes que Tomino avait complètement foiré dans d'autres séries, comme Zeta Gundam. Et si on ajoute à ça la disparition de tous ces autres défauts habituels, j'en viens à me demander pourquoi, comment il a fait. Je peux même pas me dire qu'il a changé de style d'écriture, parce que la série pue la patte Tomino à des kilomètres. Que ce soit dans le fond comme dans la forme, c'est dans la continuité de ce qu'il a toujours fait. C'est même peut-être l'animé où il est le plus à fond dans son style. Du coup, pourquoi ce passage d'un extrême à un autre ? Et en fouillant un peu dans le staff de l'animé, je suis tombé sur Takizawa Toshifumi. Directeur de nombreux épisodes de la série et co-réalisateur aux côtés de Tomino sur les deux films, c'est clair qu'il était loin d'avoir un rôle anodin et qu'il a dû influencer l'animé d'une manière ou d'une autre. Et bah devinez quoi, c'est très loin d'être un random. Et il a travaillé à des postes importants de certains classiques. Il a donc non seulement été assistant directeur et storyboarder sur Armored Trooper Votoms, mais aussi réalisateur de la série Dirty Pair. Du coup, j'ai voulu me faire une idée sur lui. Et le moyen le plus rapide, c'était son travail au poste de réalisateur sur les deux OAV Crusher Joe, faisant suite au film culte de Yoshikazu Yasuhiko, car designer de Gundam. Comme quoi, tout se rejoint. Du coup, au moment où j'ai écrit ces lignes, ça faisait 2 jours que j'avais vu les OAV. Et verdict, c'est pas très ouf, surtout comparé au film. Mais au moins maintenant, je suis presque sûr que la réussite d'Ideon, on la doit au moins partiellement à Toshifumi. Parce que si cette volonté, surtout présente dans le premier OAV, de se concentrer avant tout sur la logique dans l'enchaînement des différents éléments, au détriment de l'iconisation des personnages et du fun, est un mauvais choix quand on s'attaque à une licence qui mise autant sur ces éléments que Crusher Joe, dans le cadre d'une collaboration avec Tomino, un réal connu pour son écriture, certes riche, mais aussi chaotique, c'est au contraire totalement bénef. Le bonhomme peut aller jusqu'au bout de ses idées, tout en ayant un garde-fou pour contenir ses maladresses. Et franchement, je le remercie pour ça, parce que sans lui, on n'aurait peut-être pas pu se rendre compte aussi clairement de l'ampleur de la série, que je considère comme une des œuvres les plus injustement méconnues et importantes de la Japanimation. Et là, je suis sûr que certains d'entre vous pensent que j'exagère, que 2 ou 3 idées d'écriture intelligente sont pas suffisantes pour placer une œuvre comme importante, que pour être considérée comme telle, faut avoir marqué son médium et influencé ce qui suivra. Et honnêtement, vous auriez raison, ou en tout cas en partie, parce que je pense qu'il y a des exceptions. Donc là, on me dira, connard, qu'est-ce que ton petit animé de puriste élitiste a apporté à l'animation japonaise? Et ça. Oui, Ideon est l'une des sources d'inspiration principales pour l'un des animés les plus importants de l'industrie, Neon Genesis Evangelion. Certains vont même jusqu'à dire qu'Evangelion est le Ideon d'Hideaki Anno. Bon, c'est peut-être un petit peu abusé, mais on peut clairement pas nier le lien entre les deux séries. Ah oui, et au passage, c'est aussi dans Ideon qu'a été inventé l'Itano Circus, cette animation avec plein de missiles qui virevoltent, et qu'on retrouve aujourd'hui dans tous les animés utilisant des missiles, que ce soit Code Geass, Gurren Lagann ou Eureka 7. Du coup, pour revenir à Evangelion, ça va de l'imagerie pure à des éléments de scénario repris presque tels quels. Dans les deux séries, on découvre que le mecha qu'utilise le héros est bien plus qu'un simple robot, le fait que le robot réagisse à l'état mental des pilotes, ou encore le fait que les personnages nous disent presque directement ce que symbolisent certains éléments d'un point de vue thématique. Parce que ouais, petite parenthèse, mais tous ceux qui parlent de branlette intellectuelle dans Evangelion, s'il vous plaît, avouez juste que vous avez la flemme de réfléchir. Ça veut pas dire que vous êtes con, hein, y a pas de mal à vouloir éteindre son cerveau devant une série, mais s'il vous plaît, avouez juste que vous avez la flemme. Parce qu'honnêtement, au niveau du traitement de ces thèmes, j'ai rarement vu un truc aussi direct qu'Evangelion. Du coup, oui. Il y a énormément de similarités entre les deux séries, mais pas autant que leurs deux films conclusifs, The End of Evangelion et Ideon Be Invoked. Et paradoxalement, c'est aussi dans ces deux films qu'on se rend compte d'à quel point les deux œuvres sont différentes. Certes, l'imagerie est similaire, et la conclusion des deux scénarios est à peu près la même, avec une petite touche Devilman en plus pour Evangelion, et dans les deux cas, le réalisateur envoie chier l'homogénéité de l'intrigue pour se concentrer sur le propos de fond. Mais justement en fait, dans le fond, les deux séries ne racontent absolument pas la même chose. Dans The End of Evangelion, malgré la surenchère visuelle, dans le fond c'est dans la parfaite continuité de la série, à
savoir très intimiste. Le film parle toujours des relations entre les individus, de notre rapport aux autres, à nous-mêmes et à la manière dont on s'influence les uns les autres. C'est même justement là que se trouve le génie d'Evangelion, le fait de prendre des proportions démesurées pour parler de choses au final très humaines. Mais pour ce qui est d'Ideon, c'est différent. On a droit à un propos bien plus global, à la hauteur de la mise en scène. Je vais pas y aller par 4 chemins, je préfère Ideon à Gundam. Et à mon sens, la série est presque aussi ambitieuse que ce dernier. Ideon, c'est l'anti-Gundam. Une autre formule que Tomino a essayé pour bouleverser le genre mecha. Bon, je sais que c'est chiant, mais pour comprendre la suite, faut que je vous explique la différence entre Real Robot et Super Robot. En gros, les premiers animés mecha de l'histoire, tout ce qui est Tetsujin 28, Mazinger Z, Goldorak, Getter Robot, étaient ce qu'on appelle aujourd'hui du Super Robot. À savoir des histoires avec des robots surpuissants, fantaisistes, des intrigues manichéennes avec des héros aux grandes valeurs, bref, majoritairement destinés à un jeune public. Pour résumer, c'était l'équivalent des super-héros Marvel et DC pour les japonais. Puis en 1979 est né le genre du Real Robot, avec Mobile Suit Gundam, qui va totalement briser ses codes. Fini les histoires simples aux personnages archétypaux, et place au drame humain, aux conflits géopolitiques, à la retranscription crue de la violence de la guerre, aux réflexions sur la nature humaine, à la synthétisation des problèmes politiques de l'époque, peur du nucléaire, guerre froide, course à l'armement, tout ça, et surtout à la démystification du robot. Le robot n'est désormais plus un super-héros, mais une simple arme de tuerie. Du coup, pour revenir à ce que je disais plus tôt, ce qui a été génial avec Gundam à l'époque, c'est que cette envie que Tomino a eu de vouloir faire passer son propos anti-guerre de la façon la plus radicale possible, l'a poussé à détruire les codes du super robot. Et ce qui est justement intéressant dans Ideon, c'est que cette même envie l'a poussé à cette fois-ci embrasser les codes du super robot, pour mieux les transcender, les rendre plus pertinents thématiquement et en ressortir des symboliques fortes. Le côté répétitif du genre est ici utilisé pour amener un côté plus réel à cette bataille. La guerre, ça ne se limite pas à quelques moments de bravoure épique qui resteront dans l'histoire. C'est un combat permanent, presque routinier, et l'anime le montre parfaitement. Il y a aussi le côté surnaturel du robot, son côté presque magique qui est source de métaphores génialement bien trouvées. Pour creuser un peu ce point-là, le fait que le degré de pureté d'un personnage influe directement sur la puissance de l'Ideon est une idée superbe. Elle matérialise à elle seule l'un des points névralgiques du propos de toute la carrière de Tomino, l'espoir d'un meilleur avenir grâce à la jeunesse. Mais justement, dans Ideon, ce discours est un petit peu différent. Dans Ideon, il y a une espèce de lien entre les personnages les plus jeunes de la série et le robot. Pour faire simple, c'est quand un enfant se sent en danger que l'Ideon libère toute sa puissance. Et perso, je m'étais toujours dit que c'était plus ou moins l'équivalent des New Types dans Gundam, en termes de fonction dans le message de l'œuvre. Pour expliquer rapidement ce que sont les New Types, ce sont en gros des êtres humains ayant atteint un nouveau stade de l'évolution grâce à l'environnement spatial. Évolution qui leur confère une perception accrue de l'univers, rend leurs émotions beaucoup plus fortes. Mais surtout leur permet de créer des sortes de connexions avec d'autres New Types, ce qui donne souvent lieu à des scènes un peu spirituelles où ils soulignent l'absurdité de la guerre. Et justement, ça va dans le sens du message de l'espoir dans la nouvelle génération. Mais le truc, c'est que dans Ideon, ça prend pas la même forme. Quand un New Type réagit en tant que New Type dans une bataille de Gundam, ça place une distance avec l'action pour la questionner. Alors que dans Ideon, quand le robot se connecte avec les personnages les plus purs, ça provoque juste des power-ups complètement pétés, du genre à permettre de couper une planète en deux. Et puis surtout, cette fois-ci, les pilotes principaux ne sont pas concernés. Les adolescents de la série sont eux aussi incapables de libérer la vraie puissance de l'Ideon, alors que dans la logique des autres œuvres de Tomino, ils le devraient, vu qu'ils représentent cette frontière entre la capacité d'agissement et de réflexion des adultes et la sensibilité des enfants. Pour aller encore plus dans ce sens-là, le seul moment où Cosmo, le héros, va vraiment avoir un effet particulier sur le robot, c'est à la fin du court passage où il perdra la motivation de se battre, et qu'il retrouvera son âme d'enfant grâce à une figure maternelle de substitution. Mais du coup, où est-ce que l'anime va en venir? Si les seuls à qui l'Ideon accorde sa puissance sont les enfants, et que ça n'apporte qu'encore plus de destruction, en quoi c'est censé répondre à la question habituelle des œuvres de Tomino, à savoir quand et comment les humains arrêteront de se battre? Quand est-ce qu'ils finiront par se comprendre? Et on aurait facilement pu s'attendre à une fin ouverte, laissant au spectateur le choix de faire sa propre interprétation. De la même façon que l'excellent Char contre-attaque qui conclut la saga originale Gundam, et qui se terminait sur l'opposition de deux visions parfaitement compréhensibles. Mais du coup, non. On nous donne une vraie réponse. Pour être tout à fait honnête, ce qui m'a principalement donné envie de mater cet animé, c'était la fin, que je m'étais en partie fait spoiler. Beaucoup de personnes en parlaient comme l'une des plus grosses bad endings de toute la Japanimation. Mais perso, je pense que c'est pas la bonne lecture qu'il faut avoir de cette fin. Je trouve que c'est une fin très heureuse en fait. On est même pas très loin du « ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants ». Et c'est ce point précis qui en fait l'une des meilleures fins que j'ai jamais vues. Toute la mise en scène est celle d'une happy ending. Et en soi, c'est le cas pour les personnages. Si on a l'impression que c'est tout l'inverse, c'est parce que le message que cette fin renvoie est lui complètement tragique. C'est peut-être l'un des propos les plus fatalistes de toute la Japanimation. Bon, du coup, zone spoiler. Sinon, je pourrais jamais être clair.
Et de toute façon, il y a tellement peu de chances que vous vous y mettiez que c'est sûrement la fin qui vous donnera le plus envie de vous y mettre. Mais du coup, pour ceux qui voudraient garder la surprise... Donc, au fil de la série, les personnages finissent par comprendre que l'Ideon possède une volonté propre, que l'extinction de cette civilisation alien dont j'ai parlé dans le synopsis, elle est de lui, et surtout que, depuis le début, son objectif était de faire s'entretuer nos héros et leurs ennemis. On arrive donc à la bataille finale entre les deux camps, énormément de personnages meurent, hommes, femmes ou enfants, que ce soit à cause du combat en lui-même, d'un conflit interne ou simplement d'une pulsion suicidaire. L'Ideon prend alors la décision d'exterminer tous les êtres vivants intelligents existants. Leurs âmes se retrouvent et retournent ensemble à l'état de bactéries. Et c'est le recommencement de l'histoire de l'humanité. Cette fin, c'est juste du n'importe quoi. Et je trouve ça génial. Déjà, évidemment, parce que c'est une réponse au questionnement habituel des œuvres de Tomino, encore plus tragique que d'habitude, mais aussi grâce au décalage complet qu'elle a avec le ton de cette fin. Je veux dire, c'est sans doute l'une des fins les plus joyeuses pour les personnages que le réalisateur nous ait jamais offert. Et pour faire ça, il les bute absolument tous. Alors soit Tomino croit au concept de réincarnation, et pour lui c'est le seul moyen de stopper la violence perpétuelle dans laquelle vit l'humanité, soit il n'y croit pas et il n'y a aucune solution pour sauver l'humanité de ses souffrances. Dans les deux cas, son propos global reste le même. Il n'y a absolument aucun espoir. Les humains, dans leur état actuel, ne cesseront jamais de se battre. Et la paix totale n'est atteignable que dans la mort. C'est vraiment pessimiste comme vision, mais malheureusement aussi très défendable. Et je pense que c'est justement le fait d'avoir mélangé un propos aussi réel et dur à une mise en scène aussi onirique et joyeuse qui m'a autant marqué. Mais je pense que ce que j'ai le plus aimé, c'est la manière dont le climax est amené. Je veux dire, les personnages se rendent eux-mêmes compte du sort qui les attend et dans quel but presque 1 heure avant la fin du film. Ils comprennent que leur mort aura pour objectif de faire table rase du passé et de créer un meilleur avenir avec une nouvelle génération. Et là où pas mal d'œuvres se contenteraient de placer ce message comme la finalité de l'histoire, Ideon s'en sert pour appuyer son côté tragique. L'aspect le plus connu des œuvres de Tomino, au point d'en devenir un mème sur internet, c'est sa volonté de nous faire un portrait réaliste de l'humain face à la mort. Et l'une des choses que je préfère dans sa manière de la dépeindre, ce sont les batailles finales. Où malgré toute l'ambition de l'intrigue, la chose la plus mise en avant, c'est à quel point ce sont les passions humaines qui sont à l'origine de toute cette violence. Mais dans Ideon, on va encore plus loin, en nous montrant cette fois-ci l'égoïsme qu'engendre cette souffrance. Même en comprenant totalement la raison de ce qui leur arrive, même pendant une guerre totale où ce qui est en jeu est bien plus grand qu'eux, tout ce qui compte pour les personnages, et l'anime le souligne réellement, c'est leur petite personne et leurs sentiments égoïstes. Et le plus osé là-dedans, c'est que c'est fait avec le ton le moins accusateur possible. Même le plus gros connard raciste, on finira par nous le montrer comme une victime de sa mentalité plus que comme un méchant. Et le seul et unique moment de douceur dans la bataille, où la musique et la mise en scène se voudront apaisantes, c'est durant un passage d'1 minute sans dialogue où on nous montrera une arme de destruction massive sous tous ses angles. Comme si la seule et unique façon de stopper toute cette souffrance, c'était de tout détruire. Et du coup, ouais, le seul moment où on verra les personnages heureux, ce sera après leur mort. にぶつけさせてもらう。じゃあ私たちはなぜ生きてきたの。体が憎かったのです。あの子は好きな男の子供を宿せたのに、私はダラムの遺言さえ手に入れられなかった。俺はまだ何もやっちゃいないんだぞ。こんな甲斐のない生き方なんぞ俺は認めない。たとえそれがイデの力によろうともな。 Je pense pas être le mec le plus cultivé, mais je pense quand même avoir un certain nombre de références. Donc je le dis, j'ai très rarement vu des œuvres aussi jusqu'au boutiste dans leur démarche, et ça force le respect. Surtout quand on le replace dans le contexte de sa sortie. C'est à une époque où le mecha était tout sauf le terrain idéal pour une telle proposition d'auteur. Donc pour finir, je vous conseille pas que Space Runaway Ideon, mais l'intégralité de ce qu'a façonné Yoshioki Tomino. Pas en tant qu'homme à la tête d'une franchise fructueuse, mais en tant qu'artiste conscient des problématiques de son époque, aux œuvres profondément tranchées et sans compromis, quitte à flopper, quitte à être incompris par une partie des spectateurs. Je dis pas que vous aimerez forcément tout ce qu'il a fait, mais en tout cas ça vous laissera pas indifférent. Et au final c'est peut-être ça le plus important. Moi je vous dis salut et à la prochaine.